Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon voilà, qui parle de la sémantique, pardon, la sémiotique chez Greimas. De la sémantique à la sémiotique. Pour bien comprendre la sémiotique narrative de Greimas, ça veut dire qu'il parle des œuvres narratives. Il importe de rappeler que cette théorie, c'est-à-dire la théorie de la sémiotique narrative chez Greimas, plonge ses racines dans la théorie sémantique de l'auteur. Ça veut dire, ça part de la science de la sémantique, du point de vue de l'auteur, dont les fondements se donnent à lire dans Sémantique structurale, une œuvre de Greimas écrite en 1966, d'accord, la sémantique structurale. Ce livre fondamental, ça veut dire la sémantique structurale de Greimas, cherche à poser les bases scientifiques de la sémantique. Ça veut dire normalement, le livre parle de la sémantique, des mots en particulier et des processus de signification dans la société et dans la culture en général. Bien que les ambitions de sémantique structurale, c'est-à-dire les ambitions de ce livre, ou bien les objectifs de ce livre, sont essentiellement d'ordre linguistique, ça veut dire les objectifs sont des objectifs linguistiques, mais la recherche menée dans ce livre se distingue se distingue doublement de la linguistique telle qu'elle était pratiquée à l'époque, c'est-à-dire au XXe siècle, par les partisans de la grammaire transformative générationnelle. C'est-à-dire, au contraire, il ne parle pas de la grammaire transformative générationnelle ou bien de laquelle a parlé Noam Chomsky. D'abord, parce que Greimas, dans ce livre, sémantique structurale, Greimas opte pour une théorie pardon, grammaticale dont la portée excède de loin celle de la seule phrase. Ça veut dire, Greimas, il ne prend pas seulement la phrase, mais il prend et il met son intérêt, ou bien il porte l'intérêt sur la manière dont se crée la cohérence plus large entre phrases et même à l'intérieur d'un texte complet. Ça veut dire la structure ou bien la structure visée par l'étude structurale sémantique de Greimas étudie toute l'œuvre ou bien au moins il étudie des chapitres ou bien des textes complets. Ça veut dire il ne parle pas de la grammaire au niveau de chaque phrase. Ensuite, parce que, à la différence de la plupart des autres modèles de la grammaire du texte, qui privilégie fortement le critère syntactique, c'est-à-dire syntaxique, le point de départ de Greimas est explicitement sémantique. Ça veut dire il fait une grammaire qui se base sur la sémantique dans toute l'œuvre. C'est ça le début de la sémiotique. Alors Greimas refuse d'expliquer la cohérence textuelle à partir de phénomènes syntactiques ou bien syntaxiques de surface, comme par exemple les termes de conférence, de coréférence, ou encore les pronoms, d'accord? Les pronoms, bien sûr, on sait bien la coréférence, ou bien les pronoms, ou bien les antécédents, relation entre pronoms et antécédents, ça fait une structure générale du texte. C'est-à-dire, pour comprendre un texte, il faut savoir au moins à quoi réfèrent les antécédents, ou bien quels sont les antécédents auxquels réfèrent les pronoms, parce que ça donne la structure globale du texte pour mieux comprendre. Il postule par contre que la cohérence textuelle se fonde d'une part sur la répétition continue de certaines composantes sémantiques, ça veut dire la répétition des champs lexicaux qui reviennent à chaque fois dans chaque chapitre, etc. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire les champs lexicaux. La deuxième chose, c'est d'autre part sur la manière dont un texte est, pour ainsi dire, généré par un nombre limité d'axes sémantiques, c'est-à-dire que vraiment se conçoit toujours en termes de position fondamentale. À cet égard, c'est surtout la notion d'isotopie qui s'impose à l'attention.
isotopies, pardon, qui indiquent la répétition de certains éléments sémantiques ou bien grammaticaux sont une condition nécessaire non seulement à la cohérence d'un texte, mais aussi et surtout à l'établissement du sens même, du sens général, à l'intérieur d'un texte ou bien d'une œuvre, ou bien d'un fragment textuel. De la même façon, la notion d'isotopie est très utile pour rendre compte de certains phénomènes stylistiques comme la métaphore, le calembour, l'ambivalence, que Grémens analyse en termes d'interaction isotopique et polyisotopie. Voilà, ça veut dire l'origine de la sémiotique de Greimas se base sur la sémantique, mais fait plutôt attention au sens général du texte, c'est-à-dire de l'œuvre, non seulement au sens voilà, syntactique ou bien syntaxique. Dans son article sémantique, publié dans le premier volume de Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, c'est un livre, ou bien c'est un magazine publié en 1979, d'accord? Greimas a précisé lui-même ce qu'il entend par signification et théorie du sens. Ça veut dire il identifie ou bien il donne un sens à la signification, au terme signification et au terme théorie du sens. La sémantique pour Greimas doit répondre à trois conditions importantes au moins. Il doit être tout d'abord génératif, ça veut dire un, il doit être génératif. Deux, il doit être sous forme d'investissement taxinomique, d'accord, générative, taxinomique, des significations lexicales juxtaposées, mais aborder également la dimension syntagmatique. Alors, les fondements de la sémiotique chez Greimas, ça veut dire qu'il doit être d'ordre génératif, il vise toute l'œuvre. Taximonique, ça veut dire chaque signification lexicale a une tâche à faire, c'est-à-dire le rôle, la fonction des champs lexicaux. Et en plus, une dimension syntagmatique, ça veut dire chaque syntagme, il a une fonction. D'accord? On peut rassembler les deux critères, les deux derniers critères, c'est-à-dire la taxinomie et la syntagmatique. Celui-là, la taxinomie, ça veut dire chaque champ lexical a une tâche à produire, ou bien un effet à produire dans toute l'œuvre. Et syntagmatique, ça veut dire chaque syntagme, il a une fonction. D'accord? Alors ici, c'est le côté sémantique, ici, c'est le côté plutôt syntaxique. Mais ce qui rassemble, le premier critère, c'est le critère génératif, ça rassemble les deux critères, c'est la taxinomie des significations et aussi la syntagmation ou bien la dimension syntagmatique. Enfin, il doit être général, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se réduire au niveau d'un corpus spécifique, fût-il aussi large que le langage naturel, mais qu'elle doit offrir la possibilité d'analyser une grande variété de systèmes sémiotiques. Cette triple caractérisation montre bien qu'il est la nature profonde du projet structuraliste grémacien. Greimas croit foncièrement en la construction algorithmique. Ça veut dire il y a une construction algorithmique, une construction algorithmique. La dimension générative de la sémantique, ou bien de la sémiotique, si on veut dire, qui s'appuie entre autres sur la différenciation hiérarchique de plusieurs niveaux. Corollairement, il insiste non moins sur les ambitions universelles de la théorie dont le caractère général dépasse toujours la spécificité de certaines situations et de certains médias. Il va sans dire qu'une telle démarche laisse entièrement de côté les facteurs contextuels et subjectifs. Euh, le succès
et la pluralité de la sémantique, pardon, le succès et la pluralité de la sémiotique grémacienne auprès des théoriciens de la littérature et de la culture sont le produit direct de ces hypothèses fondamentales. L'impact de ces théories sémiotiques a été tel qu'on n'a pas tardé à parler d'une école de Paris. L'étude résolument scientifique des processus de signification ne pouvait pas ne pas fasciner les chercheurs en littérature, déçus par la critique impressionniste toujours en vigueur dans les universités des années 60, où les notions de paraphrase et d'évaluation subjective tenaient souvent lieu de seul outil méthodologique. C'est avec une telle approche normative et idiosyncratique que la sémiotique de Greimas a permis de rompre. En effet, ce que vise le projet de Greimas est l'exploration de structures autrement plus générales. De plus, Greimas semblait pouvoir garantir l'objectivité scientifique des analyses, qui devenaient par là vérifiables et généralisables. La formalisation à laquelle Greimas va vite recourir et qu'il emprunte en partie à la linguistique de Chomsky, ça veut dire il parle aussi de la grammaire générative structurale de Chomsky, mais aussi à la phonologie et à la logique, ça veut dire il se base sur plusieurs dimensions, d'accord, pour étudier une œuvre est généralement considéré comme un grand atout de son système. C'est un système qui rassemble et grammaire, et structure, et phonétique, phonologie, et la logique aussi. Il va permettre pendant un certain temps de laisser intact le rêve de percer finalement les caractéristiques essentielles de la littérature. Enfin, force est aussi de constater que dès ses premières publications, Greimas ne se contente pas de réfléchir à partir d'exemples fabriqués pour les besoins de l'analyse, mais s'attaque à des énoncés réels, dont certains lui viennent même de la littérature. Certains disciples nos Greimas se sont d'ailleurs spécialisés dans l'étude des processus de signification dans les seuls textes littéraires. Ce glissement progressif d'une théorie sémantique à une démarche d'inspiration plus sémiotique, où la construction du sens au niveau des structures linguistiques du mot et de la phrase est élargie à une recherche sur la composition sémantique d'un texte, est du reste déjà visible et donc le développement même de sémantique structurale. Euh, dans son œuvre sémantique structurale, Grimm a publié en 1966, Greimas établit un schéma qui s'appelle un schéma non narratif, mais un schéma actantiel. Ça veut dire il y a la notion actant. D'accord, actant, c'est-à-dire celui qui fait l'acte. D'accord, schéma actantiel en différence au schéma narratif, le schéma que l'on connaît déjà, un schéma narratif, c'est le schéma de la diagèse, etc. D'accord, le schéma de la narration. Les derniers chapitres du livre, ça veut dire de la structure sémantique, bien sémantique structurale, de Greimas publié en 1966, qui aborde la dimension narrative du texte, ouvre encore davantage l'objet de l'analyse dans le sillage des analyses de Propp sur le conte et de Lévi-Strauss sur le mythe. Propp a fait des analyses sur les contes, Lévi-Strauss a fait des analyses sur les mythes, Greimas essaie de décrire la structure profonde globale des textes narratifs. Ça veut dire et les contes et les mythes, etc., la structure globale. Dans sa morphologie du conte, en 1928, morphologie du conte, il parle du conte et il parle de la structure générale, la structure narrative générale, voilà, des contes.
qui traitait d'un ensemble de contes de fées russes. Propp avait découvert qu'il était possible de définir le genre au moyen d'une séquence de 31 fonctions successives, les unes obligatoires, les autres facultatives, et d'un nombre limité de dramatis persona. Ça veut dire les personnages dramatiques, c'est-à-dire les personnages du texte, d'accord? Malgré leurs mille et une différences apparentes, les contes de fées obéissent bel et bien à un niveau profond, à un seul et même schéma de base. Ça veut dire toutes les histoires, d'accord, même les histoires pour les enfants, d'accord, sont basées sur un petit schéma. On peut illustrer de la manière suivante, on peut même illustrer de la manière suivante. Alors, si on peut lire dans une petite histoire, toujours dans les petites histoires des enfants, il y a ce schéma. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit dans ce schéma. Il y a toujours un héros, d'accord? Il y a toujours un héros. Alors, ce héros, d'accord, il a rapport avec, voilà, il a un objectif à faire. D'accord? Il a un objectif à faire. Alors, son objectif, c'est quoi? C'est aider, d'accord, par exemple, une princesse, ou bien libérer, par exemple, libérer, alors, si on peut dire libérer, une princesse et enfin l'épouser, d'accord? Alors, pour ce fait, d'accord, il y a des personnages, d'accord, qui aident ce prince, d'accord? Des personnages qu'il aide, d'accord, qu'il aide dans sa quête, des personnages en aide qui viennent pour l'aider. Mais il y a d'autres personnages, au contraire, ils ne l'aident pas, d'accord? Ils le détruisent, ça veut dire ils le détruisent ou bien ils le contrarient, etc. D'accord? Ce sont des personnages, ça s'appelle des personnages, d'accord? Qui sont contraires ou bien des personnages opposants, d'accord? Opposants. D'accord? Alors, ces personnages opposants ne laissent pas parvenir à son objectif, mais à la fin, la plupart du temps, il parvient à cet objectif. Ce héros, ou bien cette héroïne, parvient à son objectif. D'accord? Voilà, on a un petit peu essayé d'établir ce schéma que l'on peut voir dans toutes les histoires des petits-enfants. C'est sur ce schéma même, d'accord, que Greimas a établi ce qu'il a appelé schéma actentiel. On peut dire que ce héros, c'est un actant, d'accord, et que son objectif, c'est un objet, d'accord, et l'héroïne ou bien la princesse, c'est le destinataire. Et avec celui-là, ou bien avec ce prince, il y a des adjuvants, d'accord? C'est-à-dire les personnages qui l'aident s'appellent des adjuvants, tandis que les personnages qui les opposent s'appellent les opposants. Alors, c'est à partir de ce point-là, d'accord, que Grimas a établi ce schéma-là qu'on peut voir au début. Alors, destinateur, sujet, destinataire, adjuvant, objet, opposant. Alors, on peut dire que euh, le destinateur, ça veut dire par exemple le héros ou bien le prince, à propos d'un tel ou tel sujet, il a un objet à faire. D'accord? Il doit faire un objet à propos d'un sujet quelconque. Cet objet, d'accord, s'il le fait, il aura, ou bien il va être profité, ou bien celui qui va profiter de cet objet s'appelle un destinataire. Alors, ce destinataire, pour y arriver, d'accord, il y a quelqu'un qui oppose cet objectif-là, ou bien cet objet-là, s'appelle un opposant. D'accord, l'opposant, ici. Et puis, il y a d'autres personnages qui l'aident pour effectuer cet objectif, ou bien cet objet.
Ces personnages-là s'appellent des adjuvants. C'est de cette manière que Greimas établit ce schéma. C'est à partir, comme j'avais dit, à partir de schéma même des petites histoires, d'accord, que vient cette idée fondamentale de la sémiotique. Alors, la synthèse de cette approche est donnée par le célèbre schéma actentiel qui s'est imposé bien au-delà des seuls milieux sémiotiques, destinateur, sujet, destinataire, adjuvant, objet, opposant. Le facteur essentiel est l'axe reliant le sujet à l'objet. Euh, le sujet, c'est le contexte général. L'objet, c'est l'objectif de l'héros et qui représente, c'est-à-dire cette liaison entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire entre le contexte et entre l'objectif, ou bien la quête du héros, pour Greimas, s'appelle l'axe du désir. C'est-à-dire, dans un tel contexte, qu'est-ce que veut dire l'axe du désir? Ça veut dire, dans un tel contexte, un héros, d'accord, un personnage, dans un contexte, c'est-à-dire dans un sujet quelconque, il a un objectif, il a un désir à accomplir ou bien à y parvenir. La dynamique narrative naît de l'expérience d'un certain manque et du désir subséquent ressenti par le sujet d'acquérir un objet de valeur, soit concret ou bien abstrait. Un objet de valeur concret, ça veut dire quelque chose que l'on peut toucher, avoir une pièce d'or, parvenir à, par exemple, libérer la princesse et ainsi de suite, ou bien abstrait, ça veut dire atteindre un niveau de vie, etc., devenir un roi, je sais quoi. D'accord? Le deuxième axe, celui du destinateur et du destinataire. Alors, premier axe, c'est un axe vertical, alors que le deuxième axe, destinateur et du destinataire, c'est un axe horizontal. D'accord? C'est lui qui fait le processus narratif. Et celui de la communication, ça veut dire entre le héros et la princesse, ou bien le prince et la princesse, il y a une communication. C'est-à-dire, il y a déjà une communication qui peut-être a été interrompue par des opposants. La plupart du temps, le destinateur est un émetteur qui charge un sujet d'acquérir un objet pour le remettre ensuite au destinataire approprié. Le troisième axe est celui du pouvoir et de la lutte. Alors, la fonction de l'adjuvant consiste à aider le sujet dans ses efforts d'acquérir l'objet, alors que l'opposant est pour tâche de faire obstacle à la réalisation de ce désir. Bien entendu, le schéma actentiel permet qu'un même acteur assume plusieurs rôles entendus. Le schéma actentiel permet qu'un même acteur assume plusieurs rôles actentiels. Inversement, il arrive aussi que plusieurs personnages représentent en fait le même actant. Ça veut dire par exemple la mère, le fils, le père, etc. Toute une famille, d'accord, sont des actants ou bien sont un même actant pour un seul acte parce qu'ils sont toujours à la quête de je ne sais quel objectif. Alors, lorsqu'il y a seul objectif, même s'il est fait par plusieurs personnages, tous ces personnages-là sont le même actant même qu'ils soient différents. Alors enfin, il est également possible qu'un acteur change de rôle actentiel au cours du récit, c'est-à-dire au lieu d'être actant, il va être transformé en, par exemple, en sujet ou bien en destinataire, ou bien le contraire. Ça veut dire le schéma actentiel est un schéma dynamique dans toute l'œuvre. D'accord? Donc, en général, la structure générale de l'œuvre, c'est que le schéma actentiel, il est plus dynamique que le schéma narratif. Alors, surtout lorsque l'on a affaire à des structures narratives complexes, plusieurs trajets narratifs se laissent distinguer. Le seul fait qu'il soit toujours question de schéma actentiel et de rôle actentiel montre bien que Greimas n'opte pas pour une conception classique du personnage comme être de papier, mais pour une approche éminemment
éminemment fonctionnel. Pardon. Les actants sont en quelque sorte des rôles sémantiques, des fonctions vides qui peuvent être remplies de manière très variée dans le contexte discursif qui est le leur. Ce n'est qu'au niveau de la composante discursive qui examine la couche lexicale et les structures thématiques d'un texte qu'il devient possible d'analyser comment les actants se concrétisent en acteurs tangibles munis de propriétés particulières. L'absence systématique du terme conventionnel de personnage illustre également la méfiance de Greimas et de bien d'autres structuralistes à l'égard de toute lecture anthropomorphe. En effet, les actants-acteurs ne pas nécessairement ne sont pas nécessairement représentés par des personnes individuelles, mais peuvent prendre la forme d'instances collectives fonctionnant en groupe, l'armée, les apôtres d'animaux, le renard, l'oiseau d'or, etc., etc. D'autres choses, une baguette magique, des bottes de 7 lieues, ou même de notions abstraites, le vent, l'honneur, l'amour, l'ordre social, et ainsi de suite. Ça veut dire la notion actant reste une fonction libre qui va être remplie par d'autres personnages. C'est pour ça que l'on ne dit pas personnage, on dit actant, d'accord? Parce que ça, à cause de la dynamique du schéma actantiel, le personnage ne reste pas peut-être le même actant ne reste pas peut-être le même. Ça veut dire l'actant envers un tel sujet, il va peut-être changer en un autre actant, il va peut-être être plusieurs, ou bien être différent voilà, du personnage qui remplissait dans le premier, ou bien dans les chapitres antérieurs. Il va être par exemple changé par rapport au chapitre suivant. Les publications de Greimas, les publications ultérieures de Greimas, ça veut dire ultérieures à l'an 1966, pardon, ont affiné et précisé le schéma actantiel. Un premier changement concerne le fait que l'orientation polémique ou pour le moins concurrentielle devient des récits a rendu nécessaire l'hypothèse des récits à sujets multiples. De tels sujets peuvent alors effectuer en partie ou complètement soit un parcours parallèle, soit un programme opposé. Surtout dans ce dernier cas, c'est-à-dire le programme opposé, il est parfaitement possible qu'en raison de leur intérêt conflictuel ou opposé, les sujets en question en viennent à se heurter. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un conflit, comme dans le théâtre par exemple. Afin de décrire adéquatement cette orientation polémique de nombreux récits, Greimas a également introduit la possibilité de combiner plusieurs modèles actentiels, ce qui permet par exemple d'opposer un sujet et un anti-sujet, désireux d'acquérir soit le même objet, soit un anti-objet. Pareil, dédoublement ne se limite du reste pas seulement à la fonction sujet, mais se donne aussi pour les autres rôles, c'est-à-dire tous les rôles dans le schéma actentiel peuvent avoir leur contraire, qui ont tous leur anti-rôle. Dans la logique actentielle, le préfixe anti, ça veut dire n'a pourtant pas de connotation péjorative en soi. Ça veut dire lorsqu'on dit anti, d'accord, ça veut dire un deuxième ou bien un contraire ou bien un opposant au sujet, à l'objet, au destinataire, au destinateur, etc., ou à l'adjuvant ou bien à l'opposant. De plus, Greimas a développé un métalangage, ça veut dire tout un lexique, d'accord, spécifique pour décrire le schéma actentiel. Pour décrire le schéma actentiel. Qui a permis de décrire avec davantage de précision les actants d'une part et leurs relations mutuelles d'autre part. C'est-à-dire le lexique qu'on aura besoin, dont on aura besoin, c'est le lexique qui définit les éléments du schéma actentiel, destinateur,
sujet destinataire, adjuvant, objet opposant, d'accord, ces nominations-là, et puis les relations, d'accord, un autre lexique, d'accord, qui décrit les relations entre ces éléments-là. Peu à peu, les actants, c'est-à-dire adjuvant et opposant, ont aussi été relégués à l'arrière-plan, c'est-à-dire ne sont plus les plus importants, les plus nécessaires, mais en ce sens qu'ils ont été redéfinis plutôt comme des aspects projetés de la compétence du sujet, c'est-à-dire c'est le sujet qui est qui a la place la plus importante dans le schéma actentiel, tandis que que les autres éléments, d'accord, ils sont dans l'arrière-plan. Dans la version évoluée du schéma, c'est-à-dire du schéma actentiel établi par Grimas de 1966 dans la structure sémantique ou bien sémantique structurale, c'est en effet le sujet qui se taille la part du lion. Ça veut dire, mais la notion d'actant même se voit théorisée de manière moins naïve et statique. Ce qui va retenir l'essentiel des efforts de Grimas, c'est le processus complexe du devenir sujet. C'est-à-dire chaque élément du schéma actentiel peut devenir le sujet dans ce schéma-là. Malheureusement, Greimas n'a jamais complètement traduit en pratique son élaboration théorique du schéma actentiel, malgré quelques amorces dans le dictionnaire, qui est moins une dictionnaire moins un dictionnaire qu'une encyclopédie. De même, il n'a jamais poussé à leur terme les changements d'accent qu'il n'a cessé d'apporter à son schéma. Le lecteur doit donc parcourir l'œuvre, c'est-à-dire lire tout toute l'œuvre, elle-même un rien fragmentaire et composé de nombreuses études de cas, en vue d'en faire sa propre synthèse. Il n'est pas obligé d'interroger de manière indirecte les réflexions de Greimas, même sur les textes d'autrui, le recueil du sens, essai sémiotique, 1970-1983, et le livre Maupassant, la sémiotique du texte en 1976. Lecture exemplaire d'une nouvelle de Guy de Maupassant reste à cet égard des textes clés. C'est-à-dire ces textes-là, d'accord, sont les textes clés où Greimas établit, bien à propos desquels Greimas établissait son schéma actentiel, voilà, très pratique sur ces œuvres-là, surtout les œuvres de Guy de Maupassant. L'énoncé d'état L'énoncé d'état désigne une relation statique entre un sujet, c'est-à-dire le sujet d'état, et un objet, l'objet d'état aussi, qui peut être une propriété ou bien une compétence. L'objet, c'est une propriété ou bien une compétence reliée à ce sujet ou bien à ce personnage-là. Alors, comme le montrent des phrases comme il est grand, il possède une cruche pleine d'écus, il vit, etc., etc., ça, ce sont des propriétés. Ça veut dire, ce sont des objets. Cette relation peut être décrite comme l'attribution d'un prédicat statique à l'aide du verbe copule être, éventuellement aussi le verbe avoir. Il est essentiel de bien se rendre compte que sujet et objet ne peuvent pas être définis indépendamment l'un de l'autre. Lorsqu'on dit sujet de quoi? Sujet d'un objet. Objet de quoi? Objet d'un sujet. D'accord? Ils sont voilà, proportionnels, c'est-à-dire relatifs. C'est-à-dire, lorsqu'on dit sujet, sujet d'un objet ou bien objet d'un sujet. Il ne faut pas dire le sujet c'est tel ou tel, mais il faut dire le sujet de cet objet est tel ou tel. Ou bien l'objet de ce sujet est tel ou tel. Ils ne peuvent pas être définis indépendamment l'un de l'autre comme des entités autonomes, mais que leur valeur est fonction de leur relation réciproque. Le sujet est par définition celui qui veut acquérir l'objet et l'objet, par opposition, c'est la chose ou bien l'objet qui va être acquise par le sujet. Alors qu'inversement, l'objet peut être défini comme ce que le sujet veut acquérir. À l'intérieur de la catégorie actentielle d'objet,
On fait ensuite une distinction supplémentaire entre objets de valeur concret, de l'argent, une femme, etc., etc. D'une part, et objets mondiaux, plus abstraits, l'honneur, la richesse, l'amour, l'identité, d'autre part. Mais il est important de voir que le sujet de pareil énoncé est un sujet d'état et non pas un sujet opérateur, proprement dit. Alors, si on revient à la définition qu'on a faite au début de cette leçon, on va voir que qu'on parlait euh, de sujet, d'accord, comme condition. Alors, c'était seulement pour expliquer, mais le sujet ici, c'est, on peut dire, entre parenthèses, le personnage, ou bien les personnages, d'accord? Le sujet, c'est à peu près l'actant, d'accord? La fonction actant, d'accord? D'ailleurs, tous les actants, d'accord? Tous les éléments du schéma narratif, on peut les appeler des actants un sujet actant, un objet actant, un objet c'est un actant, un sujet c'est un actant, un dessinateur c'est un actant, un dessinateur c'est un actant, un adjuvant c'est un actant, un opposant c'est un actant, et ainsi de suite. Ce sont tous des actants. Sauf que le sujet, c'est celui qui mène la quête, alors que l'objet, c'est la quête, ou bien c'est l'essentiel dans cette quête, c'est-à-dire ce que le sujet doit acquérir après cette quête-là. D'accord? Alors, dans Sémantique structurale, c'est-à-dire le même livre publié en 1966 de Greimas, cette relation entre sujet et objet est nommée désir, c'est-à-dire la relation qui est verticale. La relation verticale s'appelle un désir. Plus tard, la terminologie greimassienne devient plus abstraite et parle de jonction. Voilà le terme jonction. On est parvenu là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la jonction? La jonction, c'est la relation du sujet, d'accord, et l'objet. Ça veut dire la relation verticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici, par exemple, le sujet, d'accord? Sujet. Et là, un objet à réaliser. C'est quoi? Alors, il y a un objet à réaliser. Alors, ce désir, d'accord, est appelé, chez Greimas, est appelé, alors ce désir entre le sujet et l'objet est appelé chez Greimas, elle est appelée une jonction. Ça veut dire la jonction du sujet à l'objet, ou bien le sujet désire obtenir ou bien acquérir l'objet. Le sujet désire obtenir l'objet. Ce désir s'appelle une jonction, soit un axe sémantique. Alors, cet axe vertical est un axe sémantique. D'accord? Qu'il est possible de scinder en conjonction. D'accord? En conjonction ou présence versus disjonction. Ça veut dire ou bien il y a une conjonction, ça veut dire la relation va être établie à la fin, d'accord? Ça veut dire il arrivera à son but. Quand il arrivera à son but, ça s'appelle une pardon, conjonction. Cette jonction, ou bien qu'il soit conjonctive, ça veut dire il y a une conjonction à la fin, d'accord? Le sujet part d'en bas, la conjonction, c'est que le sujet et l'objet, d'accord, ils se rencontrent à la fin, d'accord, ou bien une disjonction du sujet et d'objet. Ça, c'est conjonction. Le contraire, c'est disjonction. Versus disjonction, c'est V, d'accord, alors disjonction, c'est le contraire, c'est V. Disjonction. Disjonction, ça veut dire l'objet ou bien le sujet. Voilà, disjonction, ça veut dire le sujet ne parvient pas à avoir la relation ou bien à établir une relation avec l'objet. D'accord? Disjonction sous forme de V et conjonction sous forme de A. D'accord? Ou absence.
D'accord? Ainsi, Greimas peut-il opposer deux types d'énoncés d'état, les conjonctions sujet-objet, ça veut dire le A, et les disjonctions sujet-objet. Dans un texte concret, cas catégories peuvent être manifestés de bien de manières différentes. Dans le cas d'une disjonction, ça veut dire dans ce cas-là, on peut par exemple penser à une perte ou un décès. D'accord? On peut dire qu'il est mort, l'objet est mort, le sujet est mort, etc. Mais non moins à une renonciation ou un éloignement géographique. D'accord? Voilà. Alors, on a parlé un petit peu de jonction et de disjonction et de conjonction. C'est-à-dire, la jonction, c'est la relation entre le sujet et l'objet. Quand cette relation s'établit, on parle de conjonction et quand il ne s'établit pas bien euh, positivement, on l'appelle une disjonction. Alors, la séquence narrative, ça veut dire le segment ou bien la partie narrative, ça veut dire toute l'œuvre, voilà, elle est répartie en plusieurs éléments ou bien plusieurs parties. Et chaque partie, on dit qu'il y a une séquence narrative correspond à une partie de la diagèse. Voilà. Alors, reprennent une idée d'anthropologie structurale, Lévi-Strauss en 1958, c'est-à-dire bien avant la sémantique structurale de Greimas. C'était Lévi-Strauss qui a parlé de l'anthropologie, ou bien anthropologique structurale. Greimas pose que tout récit classique est fondé sur une opposition fondamentale, laquelle peut non être résolue au cours de la narration, techniquement parlant, et dans une lecture de type paradigmatique, c'est-à-dire globalisante, non temporelle. On peut dès lors décrire la structure narrative de base comme une homologie d'opposition. Greimas lui-même le met ainsi. L'existence du contrat de l'ordre établi correspond à l'absence du contrat de l'ordre comme l'aliénation correspond à la pleine jouissance des valeurs. Greimas en 1966, la page 208 dans la sémantique structurale. La dynamique fondamentale la dynamique fondamentale d'un récit la dynamique fondamentale d'un récit classique résulte donc d'un certain manque, soit aliénation, soit perturbation. Aliénation, ça veut dire jonction. Perturbation, c'est disjonction du sujet vis-à-vis son objet, qui fait que l'harmonie, ou bien le contrat, ou bien l'ordre, se voit menacé dans son existence même. Dans une lecture de type syntagmatique, il importe dès lors de décrire l'enchaînement logique et chronologique des actions à l'aide des opérations et des mécanismes ayant conduit à la résolution des oppositions articulées. Le point de départ d'une telle analyse est l'observation que la situation inaugurale et clausulaire, d'un récit ou d'une séquence narrative se reflète souvent de certaines façons. Au début du récit, le héros s'en va et à la fin, il rentre de ses déambulations. Où, au début, le protagoniste est pauvre et célibataire pour se retrouver riche et marié à la fin. Greimas constate en d'autres termes qu'au cours des événements, il s'opère une inversion du contenu de la signification. Un terme initial se métamorphosant en terme contraire ou pour le moins contradictoire, voire infra pour quelques détails sur le carré sémiotique. Aussi, les événements peuvent-ils être décrits comme autant de transformations d'une situation initiale en situation finale, comme dans le cinéma narratif. À la base de ces transformations se trouve un sujet opérateur auprès d'un objet opéré,
qui peut ou non coïncider avec le sujet d'état. Ça veut dire le personnage principal. Le sujet d'état, ça veut dire le personnage principal ou bien le héros, le protagoniste. De manière générale, Greimas établit une distinction entre deux types d'énoncés qui sont à la base de toute structure narrative. D'une part, les énoncés d'état, d'autre part, les énoncés de faire. C'est-à-dire l'état, ce qui est le héros, ou bien ce qui est le personnage d'actant, et l'énoncé de faire, ça veut dire ce que fait l'actant. En principe, de tels énoncés n'apparaissent pas littéralement dans un texte spécifique. Ça veut dire, lorsqu'on parle du portrait d'un personnage, on peut le décrire ou bien non. Ça veut dire, à travers la narration, on distingue que le personnage, il est par exemple long, il est âgé, etc., il est marié, etc., etc. Ça, c'est l'énoncé, pardon, ça c'est l'énoncé de l'État. En ce qui concerne l'énoncé pardon, en ce qui concerne l'énoncé de l'action, c'est un petit peu plus clair que l'énoncé d'État, parce qu'il s'agit, bien sûr, il s'agit euh, il s'agit de description, ou bien il s'agit de narration spécifique. Les énoncés manifestes et les segments narratifs concrets peuvent cependant être construits sans trop de difficultés par une lecture un peu théorique sur le modèle de l'opposition parfaitement admise en structuralisme entre structure de surface et structure profonde sous-jacente. Les énoncés de faire, ça veut dire les actes faits par les actants, par contre, désignent un faire, ça veut dire un devenir, ou bien un faire, c'est-à-dire une action, ou bien un devenir, ça veut dire un état, mais un état qui a subi à plusieurs transformations pour devenir un autre état. Alors, le contenu n'est pas une relation statique, mais un événement dynamique où s'accomplit une certaine transformation. La transition d'un état initial à un état final, dans une lecture théorique, ces deux états, l'initial et l'état final, peuvent être construits comme deux états opposés. Et puisqu'il n'existe que deux types de jonction, il n'existe logiquement que deux types d'énoncés de faire. C'est-à-dire l'énoncé de faire, soit qu'il soit accompli, c'est-à-dire une jonction, ça veut dire le sujet atteint son objet, ou bien disjonction, ou bien une conjonction, ou bien une disjonction. Conjonction, le sujet atteint son objet. Disjonction, le sujet n'atteint pas son objet. Que la sémiotique grimacienne nomme respectivement, selon le résultat final obtenu, les transformations conjonctives ou bien disjonctives. Ça veut dire les transformations que subit le sujet, d'accord, ou bien que fait le sujet lorsqu'on parle que subir, c'est-à-dire un état, et faire, c'est un faire, d'accord, c'est une action. Schématiquement, cette opposition peut être visualisée comme suit. La transformation conjonctive, ça veut dire FS1, le sujet 1, d'accord, vers le sujet 2, il y a une disjonction, ça veut dire il ne parvient pas à son but. Puis après, d'accord, dans la deuxième séquence, il obtient son objet, d'accord. Le sujet de la première, FS1, ça veut dire l'état ou bien la situation, la première situation, le sujet 2, d'accord, ou bien un sujet 1, un sujet 2, il ne parvient pas à son objet, mais après, il parvient à son objet. Ça, c'est une conjonctive, ou bien c'est une transformation conjonctive. La deuxième transformation, c'est une transformation disjonctive, ça veut dire le sujet 2, il était en relation avec son objet, puis il l'a perdu, ça veut dire c'est une transformation disjonctive. Alors, comme l'indique telle représentation formalisée, toute transformation a comme base un sujet opérateur, sujet 1 dans le schéma, d'accord, lequel ne doit pas coïncider forcément avec le sujet 2.
Peut-être le sujet 2 n'est pas le premier sujet, le sujet d'état, d'accord? Le sujet 2, c'est un sujet d'état, c'est-à-dire le sujet qui fait, le sujet un, c'est le sujet qui fait, et le sujet 2, c'est le sujet d'état, d'accord? Les deux sujets peuvent bien sûr coïncider comme il arrive dans le cas d'une transformation conjonctive, telle que N, conquérir, ou S, ou bien, ou s'approprier. Euh, mais cela est tout sauf une nécessité dans le cas sujet ne coïncide pas. Dans les deux cas, pardon, dans le cas d'une transformation disjonctive comme se séparer de ou bien perdre, les deux sujets ne coïncident pas. Évidemment, les exemples donnés ne représentent pas des phrases réelles, ce sont au contraire des reformulations théoriques de telle ou telle situation narrative. Parfois, cette reformulation ou bien reformation métalinguistique pose du reste de vrais problèmes. Prenons par exemple la phrase il est faux. Alors, c'est un état. Selon l'idéologie du texte, une telle phrase aura tantôt un sens positif, comme une conjonction du sujet avec son objet. O étant ici la folie, c'est-à-dire le sujet a atteint la folie, c'est-à-dire c'est une conjonction, ça veut dire une réussite. Mais du côté logique, non. Alors, O étant ici la folie, est tantôt un sens négatif comme une disjonction si on prend, si on réfléchit logiquement, d'accord? Comme une disjonction, le sujet a fait une disjonction avec son objet. Son objet, c'est la raison. D'accord? O étant ici la raison. Il est parfaitement envisageable que dans tel contexte, par exemple, d'inspiration romantique, la folie apparaît comme un objet positif digne d'être poursuivi, alors que dans tel ou tel s'avère une maladie horrible à éviter, coûte que coûte, et ainsi de suite. Alors ça, c'était un petit exemple. Pardon. À l'aide de ces à l'aide de ces concepts fondamentaux, il devient possible de concevoir le récit standard comme une séquence de de quatre phases, chacune d'elles comprenant plusieurs sous-programmes narratifs, alors qui s'enchaînent de manière plutôt chronologique et qui, de toute façon, se présupposent logiquement l'une l'autre. Alors, la phase cruciale est évidemment celle où intervient le sujet opérateur pour réaliser la transformation visée, soit conjonction ou bien disjonction, avec ou sans confrontation directe avec l'anti-sujet ou l'opposant. Le héros vainc le dragon, la secrétaire se fait aimer de son patron. L'étudiant réussit un examen décisif. Grimace parle ici d'une phase de performance ou bien d'exécution principale des actions ou bien des actes ou bien des tâches taximoniques, d'accord, par les personnages. D'une phase aussi qu'il circonscrit au moyen des deux verbes fondamentaux faire et être, action et état. Alors, comme un faire-être, soit la réalisation effective de l'état de choses souhaitées dans la réalité. Toutefois, une telle action ne devient logiquement possible que dans la mesure où le sujet s'est préalablement donné pour tâche de chercher l'objet en question et de l'obtenir s'il le faut en usant de force. Avant cette décision sujet-objet ne sont en fait pas encore liés l'un à l'autre, l'une à l'autre.
ce qui implique qu'il n'existe même pas en tant que rôle actentiel. Cette initiative, cette initiative de sujet a lieu durant la phase, du contrat ou de la manipulation. À l'intérieur de cette phase de faire, on peut distinguer deux composants. D'un côté, il y a le faire savoir, le destinateur, émetteur informe le sujet virtuel, qui ne deviendra un sujet réalisé que dans la phase de performance, à travers l'acquisition de l'objet, de la nature, comme de la valeur de l'objet recherché. Parfois, il fournit également plus d'informations sur l'émission à exécuter, on parle ici de taximonie, et sur les dangers qu'ils impliquent. Les dangers qu'ils impliquent, ça veut dire on parle des opposants, du destinateur. Alors qu'il peut se réclamer de son pouvoir, promettre une récompense, recourir aux menaces, de pousser le sujet virtuel à accepter le contrat. Bien entendu, il est pensable aussi que le sujet se décide à agir sans l'intervention d'un tiers. Il fonctionne alors comme son propre destinateur. Afin de remplir heureusement le contrat, il ne suffit pas que le sujet soit ou bien ait une connaissance initiale de sa mission. Encore et surtout, faut-il qu'il dispose des compétences nécessaires à l'exécution de sa tâche, ce qui s'appelle l'être ou bien le savoir-être du destinateur, ou bien du sujet, ou bien de l'actant en général. L'acquisition de ces savoirs et compétences a lieu durant la phase de compétence, la phase de l'être-faire, qui prépare et rend possible l'action proprement dite. Au cours de cette phase, ou bien au cours de cette phase, pardon, le sujet acquiert un certain nombre d'objets modaux qui doivent l'aider durant sa quête et son épreuve centrale. D'abord, le devoir et le vouloir, c'est-à-dire il doit avoir des choses, il veut avoir ces choses-là, soit les modalités qui le font comprendre l'importance de sa mission. Et ensuite, pardon, et ensuite, le pouvoir et le savoir. Le savoir. Le pouvoir, ce qu'il peut faire, et le savoir, ce qu'il sait à propos du sujet et de la démarche à suivre pour obtenir son objet. Tant qu'il n'a pas acquis ces quatre compétences, c'est-à-dire la compétence du savoir, la compétence du pouvoir, la compétence du devoir et la compétence du vouloir, ça veut dire il doit faire quoi, il veut quoi, il peut quoi et il sait quoi, d'accord, pour enfin réaliser sa quête. Alors, tant qu'il n'a pas acquis ces quatre compétences, c'est-à-dire les compétences devoir, vouloir, pouvoir, savoir, le sujet virtuel ne peut pas devenir sujet actuel. D'accord? Le sujet, ça veut dire fictif, ne peut pas être un vrai sujet. D'accord? Souvent, la phase de compétence, ça veut dire la phase où il acquiert ses compétences de voir, vouloir, pouvoir et savoir, cette phase est située géographiquement dans une zone de transition, un lieu de passage, et elle se termine par l'acquisition d'un instrument, objet partiel ou adjuvant qui symbolise en quelque sorte les savoirs et compétences nouvellement acquis. Le programme narratif se clôt enfin par la phase de sanction ou bien d'évaluation. C'est-à-dire sanction, ça veut dire iqab, ou bien d'évaluation, c'est-à-dire sawab ou bien al-jaza. Dans cette phase, le destinateur, rôle généralement absent au cours du récit, ça veut dire le destinateur, en général, il n'est pas là, d'accord, parce qu'il est absent, vis-à-vis de l'épreuve centrale, mais il intervient de nouveau cette fois-ci pour juger l'exécution du contrat, c'est-à-dire est-ce que le dessinateur a fait bien son contrat, c'est-à-dire il a bien acquis son objet. Il vérifie par exemple si la mission a été menée à son terme, si l'objet acquis correspond bien à celui dont on avait convenu et si il a bien été remis au destinataire,
ou encore si le sujet est bien celui dont il joue le rôle, car il est des sujets trompeurs qui ne peuvent pas être reconnus comme des vrais sujets de la séquence narrative. Au cœur de cette phase se trouve donc l'évaluation de la valeur de vérité qui est affaire d'être-être. L'être-être. Il y a l'être devoir, l'être vouloir, l'être pouvoir, l'être savoir. Il y a l'être-l'être. D'accord? L'ensemble se termine par la récompense ou la punition du sujet par le destinataire. Pardon, par le destinateur. Alors voilà un récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire à propos voilà, du schéma actentiel. Le schéma suivant résume l'ensemble de la séquence narrative. Une séquence narrative vue par le schéma actentiel est comme suit, c'est-à-dire une seule séquence, ce n'est pas toute l'œuvre, mais une partie de l'œuvre. Alors, au début, une quête et eux se termine. Alors, une quête, c'est quatre étapes ou bien quatre phases. La phase de manipulation, de compétence, de performance et de sanction. Pour la première phase, il y a le faire-faire, d'accord? Puis le être-faire, le faire-être, l'être-être. Le sujet fait quelque chose, d'accord? Puis il devient quelque chose, puis il fait quelque chose pour redevenir une autre chose. Donc, je répète, le sujet fait une chose pour devenir une chose. S'il devient cette chose-là, il fait une autre chose pour enfin devenir l'objectif, ou bien pour atteindre l'objectif. Celui qui fait, d'accord, c'est le destinateur. Et celui qui reçoit, c'est le destinataire. D'accord? Parfois même, le destinateur, c'est le destinataire, c'est-à-dire celui qui va évaluer dans la phase de sanction, c'est celui-même voilà, qui a mené la quête. Dans la première phase, alors, il y a le faire savoir et le faire vouloir. Le destinateur sait bien ce qu'il veut et veut bien ce qu'il sait avoir voulu. Dans la deuxième phase, il doit faire, il veut faire, il peut faire et il sait faire. Ça veut dire qu'il doit faire des choses pour atteindre son objectif. Ce qu'il sait devoir, il le veut. Et après, il doit le pouvoir, entre parenthèses, et il sait comment faire pour l'avoir. Et puis, s'il rassemble toutes ces compétences-là, ça devient une performance. D'accord? C'est-à-dire qu'il commence à faire et à la fin, il arrive à son objectif. Dans la première phase aussi, si on parle du sujet, le virtuel, le sujet virtuel n'est pas encore un sujet actuel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore ces compétences-là. Ah, alors, une fois il a ces compétences qu'on vient de dire, il devient un sujet actuel. Alors, si il commence à faire une performance ou bien à réaliser cette performance, ça veut dire à exaucer ses vœux, d'accord? Ça devient un sujet réalisé, d'accord? S'il parvient à obtenir son objectif, ça devient un sujet reconnu pardon, de la part du destinataire, c'est-à-dire et il va être évalué. Pour la dimension cognitive, pardon, pour la première phase, c'est-à-dire la phase de manipulation, il y a une dimension cognitive. Ça veut dire savoir, 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 savoir. C'est le mot savoir qui est la clé. La clé, c'est le savoir. Pour faire, il doit savoir. Pour faire vouloir, il doit savoir.
Et pour être un sujet, il doit savoir ce qu'il veut, sa quête, son objectif. Donc, la deuxième compétence, c'est une dimension plutôt pragmatique parce que, elle rassemble beaucoup de compétences dans sa personnalité. Et après, il a dans la phase de performance, c'est aussi pragmatique parce qu'il s'agit de déployer des efforts grâce aux compétences qu'il a pour réaliser des performances. Et à la fin, ça revient à la sanction, c'est une dimension cognitive, pourquoi, ou bien cognitive. Pourquoi on dit cognitive ou bien cognitive? Parce que on parle toujours de savoir. Maintenant, il sait qu'il a atteint son objet, d'accord? Et puis, il va être récompensé ou bien sanctionné selon la réalisation, ou bien le niveau de réalisation de son objet. Ce schéma révèle aussi une certaine symétrie entre la manipulation, pardon, la manipulation et la sanction, ou bien l'évaluation et la sanction d'une part, et qu'il est possible de décrire comme des phases cognitives où le dessinateur joue un rôle important, et la compétence et la performance, d'autre part, qui relèvent plutôt du faire pragmatique. Euh, Ceci me révèle aussi une certaine symétrie entre la manipulation, etc. Il ne faut pas commettre l'erreur de penser que tout récit ou bien toute séquence narrative comporte toujours chacune de ces quatre phases ou que ces quatre phases ne produisent toujours dans cet ordre-là, se produisent toujours dans cet ordre. Ça veut dire ça, c'est un schéma modèle, c'est un schéma module et non pas un schéma absolu. Il est parfaitement possible qu'au niveau de la manifestation, une ou plusieurs des phases demeurent absentes. Dans ce cas, c'est la lecture théorique de reconstruire. Ça veut dire c'est la lecture théorique qui reconstruit ce schéma-là à partir de la lecture de l'œuvre. De la même façon, il est possible qu'en fonction de certaines caractéristiques du récit, c'est-à-dire le type de récit, etc., le genre de récit, ou de certaines conventions génériques, l'une ou l'autre des quatre phases soit fortement accentuée ou bien parfois annulée, etc. L'approfondissement psychologique se fera bien entendu surtout à travers une élaboration détaillée des phases de compétence et de manipulation, alors qu'un texte accordant une grande place à l'action des personnages mettra surtout l'accent sur la phase de performance. Il a un rapport bien voilà, alors, ça c'est en fonction du genre du récit. La structure de surface et structure profonde. Alors, on établit deux structures, c'est-à-dire une structure concrète et une structure abstraite. Pour la structure concrète, elle est facile à établir. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un sujet est là, il est dans un état, il va avoir un autre état pour obtenir son objet. D'accord? Euh, euh, Ici, la théorie grémacienne des processus de signification et de la narrativité ne se limite pas à l'exposé qu'on vient d'en faire. La composante narrative de la théorie concerne plus précisément un ensemble de règles qui gèrent l'enchaînement des événements d'un récit et examine la fonction actentielle des personnages qui y jouent un rôle. Au niveau le plus profond, c'est-à-dire le plus général, l'approche grémacienne permet une réduction plus poussée qui aboutit à une structure élémentaire de la signification, un jeu de quelques oppositions fondamentales générant la dynamique narrative tout entière. Voici quelques exemples de telles oppositions fondamentales dans l'idée typiquement structuraliste. Ceux donnés déjà clairement à lire dans les études de Lévi-Strauss. Nature versus culture, c'est-à-dire la nature opposante à la culture, c'est-à-dire l'inné à l'acquis, l'individu au contraire de la société, la vie et la mort, l'être au paraître. Greimas articule ces oppositions au moyen de la théorie du carré sémiotique qui module les oppositions classiques y distinguant
entre les termes et leur équivalent contradictoire, ce qui permet de les inscrire à l'intérieur d'une structure à quatre termes. L'opposition vie-mort, par exemple, se présente dès Lorenzi. Alors, la vie est le contraire de la mort. La mort, c'est qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire le non-vie. Et le non-vie, c'est le contraire de le non-vie, c'est la mort. Et le non-mort, c'est la vie. D'accord? Alors, on va établir ça. La vie, c'est, pardon, la vie, entre la vie et la mort, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une contradiction. Entre la mort et la non-vie, il y a aussi une autre contradiction. Entre la non-vie et la non-mort, il y a une autre contradiction. Et entre le non-mort et la vie, le non-mort et la vie, il y a une égalité. Qu'est-ce que ça veut dire la vie? C'est le contraire de la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? Pardon, la mort, c'est quoi? Pardon. Qu'est-ce que c'est la mort? Ça veut dire la non-vie. Qu'est-ce que ça veut dire la non-vie? C'est le contraire de la non-mort. Qu'est-ce que c'est la non-mort? C'est la vie. Ça veut dire, horizontalement, il y a une contradiction et verticalement, il y a une égalité. Antonymie, synonymie. Du côté un petit peu sémiologique ou bien un petit peu sémantique. Alors, avant de clore cette séance, il est très important de dire que ce carré-là est un carré sémiotique qui peut être lu de la manière statique, mais aussi d'une manière dynamique tout au long de l'œuvre. Dans le premier cas, il articule les oppositions élémentaires qui structurent un texte. Dans le second cas, on s'interroge sur la manière dont la signification se déplace via les axes verticaux. Ça veut dire, lorsqu'on dit axes verticaux, ça veut dire axe de synonymie. Axes diagonaux, c'est l'axe schématique. Ce sont en effet ces opérations-là qui fondent la dynamique narrative spécifique d'un texte. Elles ouvrent l'opposition binaire rigide, non pas seulement par la substitution de quatre catégories ou deux pôles contraires, mais aussi et surtout parce que les processus de transformation deviennent maintenant elles-mêmes analysables. Dans l'exemple précité, le passage de vie à non-vie peut ainsi être considéré comme un processus de dégradation que l'on peut lire selon, bien sûr, les particularités du texte analysé, comme une maladie grave, une usure mécanique, un arbre perdant ses feuilles, ainsi de suite. Alors, dit autrement, il ne suffit pas de faire déboucher l'analyse sur les niveaux les plus profonds de la production du sens, c'est-à-dire sur le niveau du carré sémiotique, une analyse sémantique pleinement satisfaisante doit pouvoir analyser non moins la trajectoire inverse qui conduit du niveau de sens le plus abstrait à l'encodage concret d'un texte. Les schémas se muent alors en structure discursive qui comprennent entre autres le recours à toutes sortes d'isotopies. Les actants abstraits se transforment en des acteurs quasiment individuels. En ce sens, la théorie de Greimas est clairement structuraliste. L'analyse d'un signe Y présuppose invariablement l'existence de plusieurs niveaux d'analyse hiérarchiquement interdépendants. Voilà un petit peu de quoi il s'agissait dans la sémiotique. On est parti de la sémantique chez Greimas, d'accord, qui critique la sémantique, euh, la structure, ou bien la sémantique structurale qui ne parle que du lexique et du grammaire, mais aussi et des séquences, mais lui, il a établi plusieurs séquences pour étudier une œuvre tout au long de l'œuvre sous forme du schéma actentiel, non pas du schéma narratif classique. Voilà un petit peu j'espère qu'on a fait un peu un éclaircissement à propos de
de ce sujet-là. Alors, j'espère si, par exemple, vous avez des voilà, demandes d'explications, des interrogations, des questions, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je ferai le mieux pour vous répondre. Voilà, merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.